bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir en chair et en os aujourd'hui sur cette table ronde pour parler d'un sujet qui est passionnant avec des passionnés, puisqu'on va parler aujourd'hui de comment on peut se préparer à l'ère post-cookie-tiers, puisque c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations de la plupart des directions en marketing. C'est un changement technologique qui est majeur, puisque aujourd'hui le cookie tiers, c'est la pierre angulaire de l'écosystème publicitaire. C'est le couteau suisse qui permet de faire de la mesure, du ciblage, du reciblage et bien d'autres choses. Donc vraiment, c'est un sujet qui va révolutionner un petit peu la façon dont on opère dans notre industrie. Cette fin annoncée des cookies tiers, elle peut être en fait regardée à la lumière d'une adaptation qui est nécessaire à des changements qu'on voit intervenir et qui sont de 3 ordres. Donc le premier changement, il est sociétal, puisqu'on a des attentes des utilisateurs par rapport à la protection de leur vie privée qui sont de plus en plus importantes. Il y a une défiance qui se fait par rapport à l'utilisation de leurs données et c'est important de prendre en compte cette défiance-là de l'utilisateur. Le second changement, il est d'ordre réglementaire, puisqu'on a de plus en plus de réglementations qui viennent encadrer de façon de plus en plus stricte l'utilisation des données dans l'environnement digital, qui est peut-être dû également à une défiance du régulateur par rapport aux usages. Et enfin, on a un troisième changement, qui est un changement d'ordre technologique, parce qu'aujourd'hui, Chrome annonce son intention de mettre un terme au support des cookies tiers, mais in fine, Chrome est le dernier navigateur aujourd'hui à encore supporter les cookies tiers, puisque d'autres navigateurs ont d'ores et déjà interdit l'utilisation de ces cookies tiers dans leur environnement. Donc une fois qu'on a dit ça, l'intention de Chrome, elle s'est accompagnée du lancement d'une initiative qui s'appelle la Privacy Sandbox. Cette initiative, elle a un double objectif. Le premier, c'est de co-construire avec les opérateurs de l'écosystème des nouvelles technologies qui vont venir donc remplacer les cookies tiers par des solutions qui préservent mieux la protection de la vie privée des utilisateurs. Et la seconde intention, et en tout cas le second objectif de Chrome, c'est de préserver un web ouvert et gratuit comme on le connaît aujourd'hui, en maintenant le modèle publicitaire qui est vraiment à la base de cet Internet gratuit comme on le connaît aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit ça, on est plus d'1 an après cette annonce aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de questions et d'inquiétudes de la part des opérateurs de l'écosystème du web pour savoir comment en fait, ils vont opérer dans le futur sans cookies tiers, puisque c'est un peu la pierre angulaire. Donc moi, je vous invite aujourd'hui tous les trois pour discuter de ces changements-là, puisque vous êtes des experts et vous accompagnez au quotidien les opérateurs de cet écosystème dans cette transition vers un monde sans cookies. Donc on va avoir la chance de bénéficier de votre expertise pour comprendre un petit peu quelles sont les opportunités et les stratégies à mettre en œuvre pour se préparer à ce nouveau régime sans cookies. Donc merci à tous les trois d'être là. Merci à Pierre, merci à Rémi et merci à Fabien. À titre d'introduction, je vais vous demander en fait de vous présenter qui vous êtes, de présenter ce que font vos sociétés, parce que ça va nous permettre en fait d'éclairer un peu nos discussions en comprenant où est-ce que vous vous situez dans cette chaîne de valeur de la publicité en ligne. Donc je vais te laisser commencer peut-être Pierre. Merci Sabrina, et déjà merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc moi je suis Pierre Aran, donc je suis partenaire chez 55. Et 55 c'est une société qui existe depuis 11 ans maintenant et qui fait partie des pionniers fondateurs de ce qu'on appelle le data consulting. C'est-à-dire qu'on apporte tout le conseil, tous les services nécessaires aux entreprises pour se transformer grâce à la donnée, grâce à la data. Et on a parmi nos clients des annonceurs, des médias, mais aussi parfois aussi des agences publicitaires. Merci. Rémi, je te laisse. Bonjour à tous, Rémi Caquel, je suis Chief Data Officer de Tids. Tids est une entreprise française créée il y a une dizaine d'années à Montpellier. Montpellier qui est d'ailleurs toujours le cœur de notre R&D aujourd'hui. Nous sommes connus pour avoir inventé le format publicitaire InRead, qui est un placement qui se situe au cœur de la presse en ligne. Nous avons développé une plateforme end-to-end avec les éditeurs prestigieux d'un côté qui accèdent à notre plateforme pour monétiser leur contenu. Et de l'autre côté, les grandes marques qui souhaitent engager leurs clients de façon respectueuse à travers notre format skippable par nature, que ce soit un format vidéo ou un format display. Tids, c'est aussi 800 personnes à travers le monde, dans plus de 26 pays, et une capacité de cibler environ 1,9 milliard d'internautes par mois. Donc un vrai volume aujourd'hui actionnable, et pour nos éditeurs et pour nos clients. Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Je suis Fabien Magalon, directeur général d'Alliance Gravity Data Media. Donc Alliance Gravity, c'est une structure assez jeune,
qui aura 4 ans à la fin de l'année. C'est une plateforme d'achat d'espace publicitaire qui est alimentée par une donnée de ciblage construite à partir de la mutualisation des données de plus de 250 sites. En fait, la particularité d'Alliance Gravity, c'est qu'elle est née d'un actionnariat mutualisé entre une dizaine de grands groupes français issus du monde des télécoms, avec Orange SFR, du monde du e-commerce avec Fnac Darty, et des marques médias premium issues de la télévision, des magazines, de la PQN, PQR, radio, etc. On est on opère aujourd'hui exclusivement sur le marché domestique français. On est une quinzaine de personnes et voilà. Merci à tous les trois. En tout cas, moi, je suis très contente pour notre audience et pour moi-même d'avoir la fine fleur de l'écosystème publicitaire français aujourd'hui. Et une première question peut-être en guise d'introduction. Je me tourne vers toi, Pierre. On entend beaucoup de choses sur la fin des cookies, mais parfois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, enfin de comprendre en tout cas les enjeux et les perspectives de ces changements. Donc toi, en tant que consultant en transformation du digital, comment est-ce que tu accompagnes tes clients pour décrypter ces différents changements? Merci, parce que c'est une bonne question, parce que je pense qu'il faut... ce qui est important, c'est de comprendre l'enjeu absolument fondamental des cookies dans le fonctionnement du web tel qu'on le connaît. Et pour ça, il n'y a pas besoin forcément d'être ingénieur informaticien. C'est-à-dire que les cookies, c'est un procédé assez simple qui consiste simplement à un site web à déposer un fichier sur l'ordinateur de celui qui le visite pour y inscrire des données qu'il pourra ensuite accéder un peu plus tard. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que l'écosystème digital, depuis 25 ans, s'est construit avec, pour fonctionner, un besoin vital d'être constamment alimenté avec des grandes quantités de données. Et progressivement, les cookies sont devenus vraiment la solution universelle à toutes sortes de problèmes de collecte et de circulation de la donnée. Si bien qu'aujourd'hui, les cookies sont des rouages omniprésents, cachés mais essentiels au fonctionnement du web tel qu'on le connaît, tel qu'on l'apprécie. Alors, heureusement, tous les cookies ne vont pas disparaître. On peut dire qu'il y a un peu deux familles. Il y a des cookies qui sont essentiels, nécessaires au fonctionnement des sites web. Ceux-là vont continuer à exister. Il y en a d'autres, parmi ceux-là, les cookies tiers et les cookies publicitaires, qui, eux, sont voués à disparaître. Ils ne sont pas nécessaires au fonctionnement des sites web, pour autant, ils ont énormément de valeur. Ils ont de la valeur pour les annonceurs, puisqu'ils permettent de cibler une audience utile avec un message pertinent. Ils ont énormément de valeur aussi pour les régies publicitaires, pour les éditeurs, puisque moins de cookies tiers signifie moins de données de ciblage et donc moins de revenus publicitaires. Donc forcément, l'annonce de la disparition des cookies tiers, elle est déstabilisante pour le marché parce que, tu l'as très bien dit, c'était devenu la pierre angulaire sur laquelle reposait tout l'écosystème AdTech. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'industrie digitale entame une transformation à marche forcée et se réinvente sans cookies tiers. D'ores et déjà, il y a des solutions, des alternatives aux cookies qui apparaissent. On peut citer les initiatives d'Universal ID, on peut citer effectivement Privacy Sandbox de Google, on peut aussi citer le recours de plus en plus massif à la first party. Pour faire simple, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'il n'y aura pas une solution, mais des solutions. C'est-à-dire qu'une autre particularité du cookie, c'est son incroyable polyvalence. Et je ne pense pas qu'il y aura une solution de marché qui va remplacer les cookies tiers dans tous les usages qu'on leur avait donnés, mais plutôt une solution composite, donc de plusieurs alternatives. C'est ça un peu le défi qui nous attend dans les mois qui viennent, c'est de trouver le bon assemblage, au cas par cas, en fonction de l'environnement dans lequel on évolue, des solutions qui permettent de façon spécifique et adaptée de remplacer les cookies tiers. Alors maintenant, je vais me tourner vers toi, Rémi. Puisque Tids, donc c'est un acteur qui est assez important côté éditeur et qui a aussi une activité à l'international. Moi, j'aimerais en fait un peu t'entendre sur les enjeux côté éditeur de ces changements et puis aussi comment vous, en tant que prestataire technique qui accompagne ces éditeurs, vous vous préparez à ces changements. Oui, donc je vais reprendre aussi des éléments certainement de la réponse de Pierre que je trouve très exacts et qui se rapprochent de notre solution. Mais j'aimerais déjà commencer par deux choses qui me semblent fondamentales pour approcher un monde sans cookies. La première chose, c'est de comprendre et de concevoir qu'il y a un futur possible sans cookies. C'est évident pour tout le monde, mais je pense que c'est un message important à faire passer aujourd'hui. Cookieless ou l'absence de cookies tiers ne veut pas dire l'absence de personnalisation, ne veut pas dire l'absence d'une possibilité d'apporter une efficacité média sur l'open web. Et ça, c'est le premier point qui me semble critique et important aujourd'hui.
La deuxième chose, c'est aussi de ne pas uniquement prendre cette disparition du cookie tiers comme un challenge technique. Et je pense que c'est malheureusement souvent adressé d'un point de vue très technique. Pierre, tu parlais du besoin ou non d'être ingénieur informaticien. Et en effet, le sujet est technique, mais fondamentalement, on est aussi tous ensemble en tant qu'écosystème à devoir répondre à une disparition de la confiance de l'utilisateur et à mon avis, un besoin de ramener l'utilisateur au centre de notre écosystème de façon, encore une fois, vraiment fondamentale. Et l'utilisateur, sa confiance a pu être ébranlée notamment avec des pratiques de ciblage trop intrusives, parfois trop précises, des scandales liés à la privacy. Et je pense qu'il faut en prendre compte dans le futur qu'on construit tous ensemble. Et pour moi, avant toute chose, avant toute alternative, la disparition des cookies, c'est à propos de construire un open web qui est pérenne et qui est responsable. Et c'est à mon avis la seule façon de faire en sorte qu'on puisse continuer de fonctionner avec un système comme aujourd'hui. Ensuite, plus précisément, et d'un point de vue éditeur, Pierre, tu as dit très justement, le cookie, c'est la pierre angulaire à peu près de tout notre écosystème. Donc on peut comprendre que c'est pas simple, la transition est complexe, il va falloir repenser, Sabrina, tu le disais aussi en introduction, les capacités de planning, les capacités de ciblage, les capacités d'insights, la façon dont on travaille en termes de mesures, de panélistes, etc. Cette pierre angulaire, il va falloir la déporter, la décentraliser. Et encore une fois, Pierre, je te rejoins sur le besoin de créer pas un service, mais différents services qui répondent à différents besoins et différentes problématiques. On va passer d'un cookie, un super cookie, à un ensemble de solutions qui répond à différents besoins. Et si on prend cette perspective d'un point de vue éditeur cette fois, je pense qu'un éditeur a 3 grandes familles de solutions, si on se concentre sur le ciblage en tout cas. Première chose, ça va être pour des utilisateurs logués. Un utilisateur logué peut être engagé de façon respectueuse et basée sur le consentement de l'utilisateur, mais va pouvoir être ciblé de façon individuelle et de façon plus précise. Et c'est intéressant pour des marques qui souhaitent notamment maintenir une communication, maintenir une fidélité de leurs clients. Et donc c'est une problématique, c'est un besoin qui est important et qui sera certainement adressé par les éditeurs sur cette partie du trafic, qui ne représentera pas 100% du trafic, peut-être 10, 15, 20, 25% selon les typologies de contenu, selon les éditeurs. Et c'est une première famille de solutions qui me semble importante. Pierre, tu appelais ça tout à l'heure les Universal IDs, ce qui est la même chose que des logins en termes de concept. La deuxième chose pour les éditeurs, c'est de pouvoir utiliser un trafic d'utilisateurs réguliers, d'utilisateurs fréquents, des utilisateurs fidèles à une marque, à une propriété, à une plateforme en ligne. Et ces utilisateurs réguliers vont pouvoir continuer d'être traqués. Tu parlais, Pierre, tout à l'heure de 2 familles de cookies, des cookies tiers et des cookies propriétaires, des cookies first party. Ces cookies-là sont utilisables au sein de chacun des sites pour continuer de maintenir une relation et de capitaliser sur cette fidélité des utilisateurs. Selon la typologie de contenu de chacun des éditeurs, ils pourront continuer de faire du ciblage avec ces first-party cookies pour ces utilisateurs fréquents et réguliers. Et enfin, la dernière grande famille, je pense, de solutions de ciblage dans un monde sans cookies va s'adresser à peu près 100% du trafic pour des utilisateurs peu réguliers, pour des nouveaux utilisateurs et pour n'importe quel type d'utilisateur. Il va se décomposer entre des solutions de ciblage par groupe d'utilisateurs basées sur des attributs un petit peu moins spécifiques, des intérêts par exemple de l'utilisateur, en se basant sur des solutions techniques comme la Privacy Sandbox de Google ou des algorithmes prédictifs propriétaires de différentes plateformes, donc plus sur une approche probabiliste. Et évidemment, tout le monde en a entendu parler, l'utilisation du ciblage contextuel qui va aussi permettre d'adresser des besoins un petit peu différents. On se concentre plus sur la typologie de contenu et l'utilisation du contenu pour amplifier un message marketing. On voit la plupart de nos clients être dans une sorte de transition, de tester le ciblage contextuel, d'apprendre comment est-ce que ça peut apporter une efficacité immédiate, parce que ce n'est pas aussi évident que ça y paraît finalement, mais ça reste un outil et une stratégie extrêmement viable aujourd'hui. Donc les éditeurs, si on extrapole tous ces différents points, les éditeurs dans un monde sans cookies vont avoir une capacité de se différencier, vont avoir des alternatives réelles, et leurs différenciateurs vont notamment se porter sur leur loyauté, sur la relation qu'ils ont pu créer avec les utilisateurs et sur la qualité même intrinsèque et fondamentale de leur contenu. Pour autant, il y a une vraie fatigue technique, une vraie fatigue technologique, et je pense qu'un des challenges aussi du monde sans cookies, c'est d'être, d'un point de vue éditeur, sollicité en permanence par des partenaires, par des acteurs, avec des discours plus ou moins concrets, plus ou moins simples, plus ou moins marketing, plus ou moins utilisables. Et on pense que notre rôle de partenaire à tech auprès des éditeurs, c'est de rendre actionnable avant tout un monde sans cookies, de pouvoir expliquer les détails lorsque c'est nécessaire, mais avant tout d'avoir une solution
concrètes, simples d'utilisation pour nos partenaires. Et pour être très concret et en guise de conclusion, j'aimerais aussi partager le fait de la fierté qu'on a d'avoir notre plateforme self-serve d'achat qui s'appelle Teads Ad Manager, qui est récemment, depuis quelques mois, disponible pour créer, planifier et mesurer des campagnes 100% dans un monde sans cookies. Donc on rend déjà le monde sans cookies actionnable aujourd'hui chez Teads et c'est une des technologies qu'on souhaite proposer à nos éditeurs dans les mois à venir. Merci beaucoup Rémi, c'était très clair. Je vais me tourner vers Fabien. Donc Fabien, en fait, je vais te poser la même question que Rémi, mais plutôt côté annonceur et agence. Donc vous, Alliance Gravidi, comment tu définirais les enjeux et comment vous préparez vous aussi à ce monde sans cookies, en tout cas accompagner vos clients sur ce sujet-là? Les enjeux, on les a quand même survolés plusieurs fois, mais ils sont au nombre de 3. C'est maintenir la capacité à qualifier et cibler les utilisateurs sans s'appuyer sur le véhicule du cookie tiers, maintenir la capacité à contrôler la fréquence d'exposition également du message, ce qui était une des fonctions du cookie tiers, et mesurer l'efficacité des campagnes, et donc être capable ensuite d'attribuer intelligemment les investissements publicitaires là où les performances sont les plus élevées. Donc nous, aujourd'hui, chez Gravity, on fait un gros travail de pédagogie, surtout, parce que finalement, on se rend compte que le problème est vraiment complexe. Et notre rôle, c'est d'essayer d'accompagner nos clients dans une meilleure compréhension des options qui s'offrent à eux. La manière dont on présente les choses vis-à-vis de nos clients aujourd'hui, c'est la suivante. Il existe, on découpe les solutions schématiquement en 5 de notre côté. Il y avait 3 et demi. On en a fait 5, mais je rejoins parfaitement mes camarades sur leur analyse. Mais nous, le découpage qu'on fait est le suivant. Première typologie de solution, c'est tout ce qui consiste à essayer de remplacer l'identifiant qui était le cookie tiers par un nouvel identifiant. Donc c'est créer des identifiants de substitution. Celui qui a la plus grosse part de voix, c'est l'identifiant déterministe issu, créé depuis un environnement logué. C'est effectivement porté par Universal ID, aussi par LiveRamp, par ID5. C'est vraiment une solution qui est portée, je dirais, par l'adtech, les technologies publicitaires. C'est une solution qui, d'un point de vue précision, est probablement extraordinaire, qui permettrait d'ailleurs, je pense, à l'open web de récupérer quelques parts de marché par rapport aux solutions qui sont natives chez les walled gardens, parce qu'elle permettrait des nouveaux ciblages qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui véritablement activables dans l'open web. En revanche, il y a un elephant in the room sur ce sujet, c'est la scale. J'ai entendu 10, 15, 20, 25%. Moi, je ne pense pas qu'on y soit. Alors peut-être sur d'autres marchés, mais sur le marché français, je pense qu'on est à un niveau beaucoup plus bas. Et surtout, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'en réalité, il y a une très grande hétérogénéité de taux d'environnement logué par éditeur. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est très concentré. Il y a quelques éditeurs qui ont fait l'effort de créer des environnements logués, qui vont avoir cette scale. Les broadcasters, les sites e-commerce, probablement les plateformes telco avec des webmails. En revanche, l'immense... Et cette liste de sites, c'est peut-être une dizaine de sites en France, et qui vont avoir plus de, disons, 30, 40, 50% de leur audience loguée. Sur l'ensemble du reste du web, de l'open web, c'est-à-dire littéralement des dizaines ou des centaines de milliers de sites, je pense qu'on est sur des taux très très bas, très inférieurs. Et donc, à moins qu'il y ait un changement dans la relation entre l'éditeur et l'utilisateur, je pense que cette solution va véritablement rencontrer un problème de scale. Sans parler du fait qu'elle peut aussi rencontrer un problème ensuite d'accessibilité, d'adressabilité, puisque la tuyauterie, c'est-à-dire les plateformes technologiques qui peuvent lire et interpréter ces signaux, ne sont pas nécessairement toutes, n'ont pas toute l'intention de les lire. Et je fais référence à la position, me semble-t-il, des plateformes Google Tech, quoi. Donc première solution. Il y a une deuxième solution qui est assez intéressante aussi, qui est l'identifiant probabiliste. C'est-à-dire que ça ne s'appuie plus sur le log, mais ça s'appuie sur plutôt la récolte d'informations sur la page. Évidemment, ça doit se faire avec le consentement. Schématiquement, ça s'appuie sur l'adresse IP. C'est une solution qui est intellectuellement intéressante parce que je pense qu'elle a un bon niveau de précision, au même titre que le cookie, en fin de compte, que le cookie tiers, avec un taux de scale qui est probablement décent, aux alentours des 25-30%. En tout cas, c'est les chiffres qui sont partagés par les acteurs qui travaillent sur cette solution. 95% de précision, 30% de volume. En revanche, il y a quand même, je pense, un point d'interrogation par rapport à la pérennité de ce type d'approche au regard de l'enjeu qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, qui est remettre l'utilisateur au centre, tu disais. C'est des méthodes d'identification qui s'approchent
du fingerprinting et qui pourrait être mal accepté par les utilisateurs ou même par la technique, par les navigateurs. Donc quand même un enjeu de pérennité sur ce type de solution. Troisième solution, tu l'as évoqué, c'est le first party cookie, qui est en fait déjà disponible, qui est extraordinaire, qui fonctionnera très bien et pour longtemps, qui a quand même un défaut par rapport au cookie tiers, c'est qu'il ne permet plus le cross-site tracking et donc mécaniquement limite un petit peu sa précision, sa qualité. En tout cas, la donnée qu'on est capable d'en extraire est probablement inférieure. Pour autant, sur des sites verticalisés, etc., c'est quand même un très bon produit et je pense d'ailleurs que ça devrait être la priorité, tu parlais pour les éditeurs, ça devrait être la priorité des éditeurs aujourd'hui de développer une solution autour de la first party data attachée à du first party cookie. Quatrième option, tout ce qui tourne autour du contextuel, qui est vraiment, je trouve, en train de se réinventer. Donc, c'est plus le contextuel primitif d'il y a, même qui existe sur le marché offline, où on achète un quatrième de couverture des Échos pour adresser les CSP+. C'est vraiment une réinvention totale du contextuel, avec, sur le marché français spécifiquement, beaucoup d'innovations, avec des boîtes comme Gravity, évidemment, mais peut-être Tids, d'ailleurs, a lancé, j'ai vu Criteo, ce qui est extraordinaire. Criteo s'est lancé dans le contextuel, Quarry, Orion, alors je ne veux pas en oublier, Weborama, etc. Mais il y a vraiment un gros dynamisme sur ce marché, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'innovations et beaucoup de choses très intelligentes. Et le contextuel sera vraiment fondamental, parce que c'est la seule solution de ciblage qui sera possible, je pense, à avoir, on peut en reparler, pour les utilisateurs qui ne donnent pas leur consentement. Et comme tu l'as dit en intro, il y a eu les nouvelles directives de la CNIL qui ont été mises en place au 1er avril. Donc on a vu une baisse des taux de consentement, où on est passé à des taux qui étaient un petit peu élevés, au-delà de 90%, à des taux qui sont plutôt aux alentours de 70-75%. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour au moins ce groupe d'utilisateurs-là, il n'y a pas d'autre solution pour les adresser avec un message un petit peu spécifique que d'utiliser des stratégies de ciblage contextuel. Donc moi, je crois énormément au fait que le contextuel sera un des leviers importants des années à venir. Et dernière option, cinquième, tu l'as évoqué, les cohortes aussi. Les cohortes, c'est incarné par la position Google Privacy Sandbox. Là aussi, objectivement, intellectuellement, vraiment intéressant comme modèle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de se positionner sur les KPI, scale et précision. Pour ce qui est de la précision, on peut anticiper que ça soit quand même de bonne qualité. Sur ce qui est de la scale, on peut anticiper que ça soit limité, c'est-à-dire que ça ne soit pas parfaitement exhaustif, que ce soit limité à l'environnement navigateur Chrome, et parce que les autres navigateurs, me semble-t-il aujourd'hui, n'ont pas l'air d'avoir envie d'adopter cette solution, Firefox, Safari, et parce qu'il y a quand même se pose la question de est-ce que le consentement sera nécessaire pour utiliser les solutions, enfin les API Sandbox. Et le cas échéant, ça limiterait l'adressabilité aux utilisateurs Chrome, ce qui fait probablement 50% de la base, mais finalement seulement 50%. Donc voilà comment on essaye d'accompagner les annonceurs en essayant d'être très descriptif, un peu technique objectivement, mais c'est notre angle, hein, on a du mal à en sortir, pour essayer de les informer, les éduquer autant qu'on peut, humblement, sur l'analyse qu'on fait de la situation. Ensuite, pour ce qui est de la partie business et opérationnelle, nous on développe en réalité l'ensemble de ces solutions. Et là où je te rejoins complètement, c'est qu'on est convaincu qu'aucune de ces solutions ne répond à la double problématique scale et précision, et qu'en réalité, en fonction de si l'utilisateur a donné son consentement, s'il est sur Chrome ou sur un autre navigateur, on va être contraint déjà d'utiliser une solution plutôt que l'autre. Parfois, on aura le choix entre plusieurs options, et à ce moment-là, il faudra intelligemment sélectionner les solutions de ciblage qui auront le meilleur ROI. Et le rôle des acteurs de conseil, des annonceurs et des opérateurs qui travaillent avec les annonceurs pour maximiser la performance de leurs investissements, ça sera d'arbitrer intelligemment ces différentes options pour maximiser le ROI. Et là, aujourd'hui, on est vraiment en train de tester les premières solutions disponibles. Si je reprends un peu cette roue, moi, il me semble que la première solution déterministe n'est pas objectivement complètement aujourd'hui actionnable. Elle l'est sur des vraiment micro-portions de l'inventaire, donc elle n'est pas vraiment utilisable à scale. Même chose à mon avis pour le probabiliste. Le first party, c'est immédiatement disponible, donc ça devrait être testé, je pense, déjà côté éditeur et côté annonceur. Le contextuel, il y a énormément d'innovation, il y a énormément de tests, il faut absolument le tester. Sandbox n'est pas encore, en Europe en tout cas, testable. Donc finalement, ça simplifie le problème pour les annonceurs. Parmi les solutions disponibles, il y en a aujourd'hui 2 qui sont réellement adressables. Il faut commencer par celle-là. Merci beaucoup, Fabien. Maintenant, je vais me tourner vers toi, Pierre. En fait, on a entendu parler justement de first party data, donc en bon français, c'est données propriétaires. En vous écoutant, puis aussi avec la littérature qui existe sur le sujet
de l'ère post-cookie tiers. Il y a cette thématique de données propriétaires et puis il y a aussi une seconde thématique qui ressort beaucoup, c'est celle du fait qu'on va passer d'un monde de la précision, donc avec les cookies tiers qui permettent vraiment de cibler l'utilisateur, de le suivre de façon granulaire, à un monde en fait de la prédiction avec de la modélisation de l'observable. Donc toi, Pierre, dans ton accompagnement aujourd'hui auprès de tes clients, comment tu les conseilles sur ces deux thématiques-là qui sont actuellement d'ores et déjà en fait implémentables? Tout à fait, parce que finalement, moins de cookies, ça veut dire moins de données accessibles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien en faire. Au contraire, ça veut dire que la donnée qu'on possède, la first party data, elle a en fait d'autant plus de valeur. Par contre, comme les échantillons de données sont moins grands, ça nécessite d'adapter les modalités de traitement de la donnée. Donc on peut prendre un exemple précis, par exemple celui de la mesure d'audience. Oui. Avant, on pouvait espérer avoir des données granulaires très précises sur toutes les visites d'un site web. Maintenant, avec les nouvelles restrictions sur le dépôt de cookies, on va peut-être perdre la moitié de ces données-là. Maintenant, 50%, ça reste un échantillon statistiquement très largement représentatif, et même bien supérieur à ce que tous les autres médias traditionnels disposent. Il ne faut pas oublier que la pub télé, par exemple, sont des milliards d'euros d'investissements publicitaires qui sont décidés sur la base du Mediamat. Le Mediamat, c'est 5000 foyers en France. Voilà. Donc le digital reste dans une situation d'abondance de données et le champ des possibles reste énorme. Maintenant, il faut s'adapter à un échantillon de données plus restreint et par exemple apprendre à redresser ces échantillons, ce qu'on n'était pas obligé de faire avant. C'est ce que fait par exemple Google Analytics avec le Consent Mode. Un autre exemple très rapidement, c'est les analyses d'attribution. Avant, on pouvait compter sur des données granulaires au niveau utilisateur et on faisait tourner des modèles type Markov dessus. Maintenant, il va falloir utiliser des données agrégées et plutôt utiliser des modèles de régression. Puis enfin, le dernier exemple que je veux citer, c'est celui de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les données, on les utilise pour éduquer des intelligences artificielles et automatiser toutes sortes de traitements et de personnalisation de l'expérience. Des jeux de données moins volumineux n'interdit pas de continuer à entraîner ces intelligences artificielles. Par contre, ça veut dire que peut-être que la phase d'entraînement, d'apprentissage sera un peu plus longue, ou qu'il faudra tolérer peut-être un niveau de performance un peu inférieur. Mais en tout cas, tout reste possible. Donc notre accompagnement auprès de nos clients, c'est beaucoup ça. C'est vraiment sur la collecte, l'analyse et l'activation des données, cas d'usage par cas d'usage, comprendre l'impact de la raréfaction des cookies, et ensuite identifier les alternatives en termes d'outils et de méthodologie pour continuer à atteindre ces objectifs. Alors merci Pierre, c'était très clair. Alors en vous écoutant tous, moi je retiens qu'il n'y aura pas une seule solution pour tous les cas d'usage, comme ce fameux super cookie qu'on a, qui est ce fameux couteau suisse de l'écosystème publicitaire. Et donc on aura plusieurs solutions pour plusieurs cas d'usage. Donc c'est peut-être aussi une opportunité, et donc il faut peut-être le voir comme ça. Donc en fait, moi ce que j'ai envie d'entendre de votre part, c'est est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir de l'écosystème du digital ? Je suis plus que confiant. Je pense que, comme j'ai expliqué dans mon message précédent, la transition est nécessaire d'un côté et possible de l'autre, avec les différentes solutions qu'on a abordées tous ensemble aujourd'hui. Donc confiant sur cette transition, besoin de pédagogie, besoin de rassurer aussi et d'apporter plus de transparence et de communication pour que cette transition se fasse de façon souple et simple dans l'écosystème, mais confiance au maximum dans un monde sans cookies, et c'est un monde qu'on accueille les bras ouverts en termes de respect de la privacy et de l'utilisateur, encore une fois. Merci Rémi. Fabien ? Confiant, oui, serein, surtout, je dirais, assez enthousiasmé à l'idée de travailler sur tous ces nouveaux sujets, parce que c'est quand même passionnant, parce que c'est moteur d'innovation, que finalement c'est aussi comme ça que le digital s'est développé depuis 20 ans. Finalement, objectivement, le retargeting, finalement, c'est assez récent, donc c'est finalement une évolution nouvelle de l'univers dans lequel on bosse, et voilà, c'est plutôt excitant. Merci. Et de ton côté, Pierre, alors ? Ouais, je crois qu'il ne faut pas nier qu'on est dans une période de transition un peu inconfortable quand même, parce que c'est vrai que les nouvelles réglementations sur le dépôt des cookies sont entrées en vigueur, les nouvelles politiques d'Apple sur Safari sont entrées en vigueur, et on n'a pas encore identifié des alternatives éprouvées pour tous les usages qu'on avait donnés aux cookies. Maintenant, je suis confiant qu'on sorte rapidement de cette période inconfortable, parce que je pense que la caractéristique du marché du digital, c'est son agilité, et d'être animé par des startups et des scale-up qui débordent d'imagination, par des acteurs technologiques innovants comme Google, qui ont la
l'ambition et les moyens pour se réinventer. Donc oui, je pense qu'on va sortir à court terme de cette période difficile. Et puis je pense que surtout à la fin, c'est une période d'opportunité dont sortiront gagnants les acteurs qui sauront se montrer audacieux et innovants. Et puis surtout une opportunité pour les internautes qui voient leurs données personnelles encore mieux protégées. Merci à tous les trois. J'ai envie de conclure sur 3 choses, moi, que j'ai envie qu'on retienne tous peut-être de cette table ronde. La première, c'est que la protection de la vie privée, c'est une priorité pour l'ensemble des opérateurs. C'est la préoccupation principale et le moteur de survie futur. La deuxième chose, c'est ce que tu disais, hein, c'est qu'on est dans une phase de transition. Et pour moi, il y a 3 briques là que j'entends quand on parle de la transition. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas parce que c'est en cours de développement, et il y a ce qui ne va pas changer, puisqu'il y a des choses qui vont être maintenues, c'est ce que vous disiez aussi dans votre discours. Et le dernier point, c'est une certaine confiance, parce que c'est ce que j'entends quand même de tout ça, c'est qu'on est dans un écosystème qui est résilient, qui est ultra technologique, et qui a l'habitude des changements, et qui sait se transformer et transitionner, notamment grâce à des gens effectivement comme vous, qui arrivent à accompagner les différents acteurs en innovant et en apportant des solutions qui sont pérennes et très technologiques. Donc merci à vous 3 d'être venus, c'était super intéressant. Merci. Et j'espère que notre audience derrière leur écran auront appris autant que moi j'ai appris aujourd'hui. Donc merci beaucoup à tous.